Bon, voilà, bonjour. Donc, c'est notre premier cours de chimie générale et c'est sur la classification périodique. Donc, notre programme de chimie générale commence effectivement à partir de ce chapitre. Avant d'arriver à la classification périodique, donc, on va parler de l'atome. Donc, pour avoir une idée de la structure de l'atome, on va examiner dans cette diapositive à peu près la taille de cet atome. Donc, vous voyez, si on part de la matière ici, qui est un glaçon constitué d'eau, la taille de ce glaçon est de 4 cm. Donc, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 2 mètres. L'eau est une molécule constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, dont la taille est de 4 10 puissance moins 10 mètres, donc à peu près l'ordre de l'angstrom. Si on va vers le noyau, vers l'atome, pardon, c'est l'ordre du nanomètre. L'atome, tel que vous le voyez, est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique. Si on descend un peu plus vers le noyau, on trouve que sa taille, elle est de l'ordre du femtomètre, donc 10 puissance moins 15 mètres. Ceci pour vous donner une idée de la taille de l'atome. Et pour vous dire aussi que jusqu'à ce jour, il n'y a aucune technique expérimentale qui nous permet de visualiser cet atome. D'où le fait qu'il y ait beaucoup de modèles atomiques, beaucoup de théories qui ont essayé d'expliquer la structure de cet atome. Alors, on sait aujourd'hui que l'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent les électrons. La taille de l'atome est de l'ordre de l'angstrom. La taille de l'électron est de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres. Donc, l'électron, 18 mètres. Donc, l'électron est très, très petit. Le noyau, lui, il est constitué de neutrons et de protons. La taille du noyau est de 10 puissance moins 14 mètres. Et on peut aussi aller plus loin dans la structure de ce noyau. Alors, les protons sont eux aussi constitués d'espèces encore plus petites qu'on appelle les quarks. Donc, pour avoir encore une idée sur la taille de cet atome, sachez que l'atome est 100 000 fois plus grand que le noyau. C'est-à-dire, si on peut ramener à peu près l'atome à notre échelle pour mieux comprendre, si le noyau avait un diamètre de 2 cm, l'atome aurait un diamètre de 2 km. Donc, vous voyez que l'atome est très grand par rapport au noyau. Donc, il y a beaucoup de vide à l'intérieur. En ce qui concerne la représentation du noyau, on le représente par le symbole suivant. Donc, notre atome est X. À gauche, en haut, c'est A, le nombre de masse. Et en bas, toujours à gauche, c'est Z, le numéro atomique, qu'on appelle aussi le nombre de charges. Le nombre de charges Z est égal au nombre de protons. Il est aussi égal au nombre d'électrons. Le numéro de masse ou le nombre de masse, qui est le nombre de nucléons, est égal au nombre de protons plus nombre de neutrons. Je rappelle que le nombre de protons, c'est Z. Le nombre de neutrons, c'est N. Et A, c'est la somme, c'est le nombre de nucléons. Z, le nombre de protons, c'est aussi égal au nombre d'électrons. Maintenant, on va vers l'évolution historique du modèle atomique. Le premier qui a utilisé le mot atome, c'était Démocrite. C'était 5 siècles avant Jésus-Christ. Pour Démocrite, la matière est constituée de briques. Cette brique que Démocrite a appelée atomos. Atomos qui en grec signifie insécable. Ça veut dire une partie qu'on ne peut plus détruire, c'est-à-dire l'entité la plus petite qu'on ne peut pas casser. Après Démocrite, vient Aristote,
Mais à cette époque-là, les concepts étaient beaucoup plus philosophiques parce qu'on parlait d'air, de feu, et donc c'était des concepts philosophiques. Ce n'est que des siècles après que Lavoisier arrive avec les expériences, Lavoisier qui est le père de la chimie, d'accord? Donc pour Lavoisier, il n'y a plus de théories qui ne sont pas démontrées par l'expérience. Donc, on revient vers notre atome. Donc, vers les années 1800, Dalton, qui remet sur la table le mot atome. Pour Dalton, l'atome est compact. C'est comme une boule de billard. Donc, ça, c'est la théorie de Dalton. Quelques années plus tard, J.J. Thomson, donne son nouveau modèle. Pour lui, il reste sur la définition de Dalton. L'atome est compact, mais il est chargé positivement avec à l'intérieur des entités chargées négativement. D'ailleurs, on fait ressembler à l'époque l'atome à un gâteau au raisin. D'ailleurs, on l'appelle le pudding de Thomson. Alors, pudding, ça veut dire que vous avez un gâteau au raisin. Les raisins, c'est les électrons. Donc, pour Thomson, le gâteau, il est chargé positivement et les raisins sont des électrons et ils sont chargés négativement. Donc, toujours sur le modèle de Thomson, tel qu'il est représenté ici, donc là, j'ai rassemblé les modèles les plus importants. Pour Thomson, donc, la matière est compacte, d'accord? Elle est chargée positivement et parsemée d'électrons. Quelques années plus tard, vers les années 1911, Rutherford, qui travaillait à l'époque sur la radioactivité, a pris une feuille d'or qu'il a bombardée avec des particules alpha. Et Rutherford a remarqué que 95% des particules alpha arrivaient à traverser l'atome et seuls 5% du rayonnement alpha déviait de trajectoire. C'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Donc, d'après Rutherford, donc, il y a la plupart des rayonnements alpha arrivent à traverser la matière et seuls 5% dévient de trajectoire. Cela veut dire que dans la matière ici, il y a du vide, contrairement au modèle de Thomson qui suppose que l'atome est compact. Et les rayonnements alpha qui dévient le trajectoire, ce sont ceux qui se heurtent au noyau. D'accord? Je reviens vers le modèle de Thomson. Alors, Thomson a fait des expériences, lui et Millikan, qui ont permis d'estimer à la fois la charge de l'électron et sa masse. D'accord? D'après les expériences de J.J. Thomson et de Millikan, on a pu connaître la charge de l'électron, la masse de l'électron et aussi des autres particules telles que le proton et le neutron. Elles sont toutes plutôt réunies dans ce tableau. Donc, on revient vers les modèles, donc ce qu'on a vu dans la planche précédente, donc le modèle de Thomson, le pudding de Thomson, le modèle de Rutherford. Donc, à cet effet, je rajoute une remarque. D'après Rutherford, les électrons gravitent autour du noyau. Ils sont sur des orbites, madarat, des orbites qui sont coplanaires, c'est-à-dire dans le même plan, tel que vous le voyez. Après le modèle
de Rutherford, 2 années plus tard, c'est Bohr qui vient avec son fameux modèle planétaire. Il reste à peu près sur les observations de Rutherford, donc le noyau est chargé positivement, les électrons gravitent autour du noyau, mais maintenant les orbites ne sont plus coplanaires, mais plutôt elles sont à peu près partout dans l'espace. Donc ça représente un peu le système solaire, d'où le nom modèle planétaire qui a été donné à l'atome de Bohr ou au modèle de Bohr. Donc Bohr n'a pas fait que donner un modèle de l'atome, il a aussi réussi à quantifier l'énergie de l'électron. Alors pour lui, l'électron n'occupe pas tous les niveaux, c'est-à-dire il y a quelques orbites permises pour l'électron et chaque orbite est caractérisée par son énergie. Et donc, grâce au modèle de Bohr, on a pu expliquer certains phénomènes qui, jusque-là, n'avaient pas d'explication, comme par exemple l'absorption ou l'émission de la lumière ou du rayonnement par la matière. Donc, d'après Bohr, un électron, lorsqu'il passe d'une orbite inférieure à une orbite supérieure, il doit absorber de l'énergie. D'accord? Et lorsqu'il descend d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, il va émettre de l'énergie sous forme de lumière. Alors, cette partie-là et la quantification d'énergie selon le modèle de Bohr, ça va faire l'objet du chapitre prochain. Donc, nous, notre objectif dans ce chapitre, c'est surtout d'écrire l'atome et arriver à la classification périodique. Donc, quelques années plus tard, Louis de Broglie vient bouleverser toutes les lois de la mécanique classique. Et c'est l'avènement, donc le début ou la naissance d'une nouvelle mécanique qui est la mécanique ondulatoire. De Broglie a réalisé que la mécanique classique ne pouvait pas être appliquée à l'échelle microscopique et donc à l'échelle atomique. Et donc, on a donc inventé une nouvelle mécanique qu'on appelle la mécanique ondulatoire. Que dit l'hypothèse de Broglie? Alors, de Broglie dit qu'à tout électron ou à toute particule en mouvement, on associe une onde électromagnétique dont la longueur est donnée par l'équation suivante. La longueur d'onde, longueur d'onde طول est égale à h sur mv. M, c'est la masse de l'électron. V, c'est la vitesse, donc particule ou électron. V, c'est la vitesse de la particule ou de l'électron. Et H, c'est la constante de Planck qui est égale à 6,63, 10 puissance moins 34 joules par seconde. Le produit masse par vitesse donne P qui est la quantité de mouvement. Si on fait des calculs de longueur d'onde en utilisant cette relation, on va voir que si je prends une particule très petite telle que l'électron, la longueur d'onde qui lui est associée sera signifiante, c'est-à-dire elle a une valeur qui est signifiante. Maintenant, si vous refaites le calcul de lambda pour un humain dont la masse est de 60 kg par exemple et dont la vitesse est de 10 km/h, vous allez voir que la longueur qu'on lui associe est insignifiante. Cela veut dire que plus la particule est petite, plus la longueur d'onde qu'on lui associe devient importante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dualité entre corpuscules. Donc, avant de Broglie, c'était Einstein qui a, en étudiant le photon lumineux, a réalisé que la lumière était constituée de particules qu'on appelait photons, d'accord? Et puis, grâce à de Broglie, c'est l'inverse. Donc, il a donné un caractère ondulatoire au corps. D'où le nom dualité entre corpuscules. Donc maintenant, l'électron, comme il est très petit et comme il est en mouvement, donc on lui associe une onde. Donc, après l'hypothèse de Broglie, l'électron n'est plus un point sur une orbite,
tel que le suppose le modèle de bord, mais l'électron est sur une onde. Donc, il peut avoir plusieurs emplacements dans l'espace. Alors, vers la fin des années 20, vient Schrödinger avec sa fameuse équation, donc qui vient à la suite de l'hypothèse de Louis de Broglie, mais au fait, l'aspect relativiste, donc les équations réellement et les calculs, n'a été fait que vers les années 1928, d'après les travaux de Paul Dirac. Alors, qu'a fait Schrödinger? Schrödinger a permis de trouver l'équation de cette onde. L'équation de cette onde. Alors, pour un peu simplifier les choses, qu'est-ce qu'on va dire? On va d'abord vous présenter l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, c'est la suivante. Bon, je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas un produit, c'est l'hamiltonien H, c'est un opérateur mathématique appliqué à la fonction d'onde psi qui est égale à E appliqué à psi. Donc ça, c'est une équation mathématique. Le détail de cette équation a été donné ici. Vous n'êtes pas censé connaître cette équation. Tout ce que vous êtes censé connaître, c'est que la fonction d'onde psi est la fonction d'onde associée à l'électron et qui représente son état dans l'espace. Très bien. Alors, pour un peu plus vous éclairer sur ce point, vous regardez le schéma suivant. Dans ce schéma, on a un noyau, on a un électron, c'est cette boule bleue, qui est dans l'espace, selon les axes X, Y, Z. Si on veut situer cet électron dans l'espace, on ne va plus utiliser les coordonnées X, Y, Z, on utilise plutôt les coordonnées sphériques, R, θ, phi. Donc, R caractérise la distance de cet électron, par rapport au noyau, et θ et phi, c'est l'orientation, parce que cet électron, je vais essayer de retrouver mon marqueur. Cet électron, il peut se trouver de ce côté-là. D'accord? Donc, il est à une distance r, mais où exactement? C'est θ et phi qui nous permettent de trouver son emplacement. La fonction d'onde psi, elle est en fonction de r, θ et phi. Elle peut être découpée en deux parties, la partie radiale et la partie angulaire. C'est-à-dire, la distribution radiale nous donne la probabilité de trouver l'électron à une certaine distance par rapport au noyau. Et la partie angulaire, elle nous permet de délimiter une région de l'espace où l'électron peut se trouver. Il faudrait juste savoir un fait, c'est que la fonction d'onde psi, elle n'a pas de signification physique. La fonction d'onde psi n'a pas de signification physique. Seul son carré est mesurable et il représente la probabilité de trouver l'électron en un point X, Y, Z et en un temps T. Donc, psi carré, c'est lui qui représente l'orbital. L'orbital, c'est l'endroit où se trouve l'électron. L'orbital, c'est l'endroit où se trouve l'électron. Très bien. C'est-à-dire, on va revenir, par exemple, on va plutôt prendre l'exemple suivant.
Voilà, donc là, si vous examinez ici, par exemple, pour une orbitale ns, on va voir tout à l'heure c'est quoi cette orbitale ns. Ça, c'est la partie radiale. Ça veut dire que vous voyez que plus ici, c'est le rayon. Ça veut dire que plus vous vous éloignez du noyau, plus vous n'allez pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électrons ici, vous voyez, donc là, ça descend. Maintenant, à une certaine distance, là, la probabilité de trouver l'électron devient importante. Donc ça, c'est la partie radiale. Et ça, c'est la partie angulaire. Donc, ce que vous voyez là en couleur gris foncé, c'est la région de l'espace qui peut être occupée par un électron. Je vous rappelle ici que la fonction d'onde psi, elle est divisée en partie radiale et partie angulaire. La partie radiale me donne, tel que vous le voyez ici, la probabilité de trouver un électron lorsque je suis à certaine distance du noyau. Et la partie angulaire que vous voyez là, elle me donne la géométrie, c'est-à-dire la parcelle de l'espace qui est occupée par cet électron. Est-ce que je suis censée connaître l'équation de Schrödinger ou sa résolution? Non. Est-ce que je suis censée connaître ce qui est partie angulaire, radiale et tout ce calcul-là? Non, je l'ai donné juste à titre indicatif. Donc, nous, on va simplifier les choses. On va vous dire que la fonction d'onde psi, elle représente quoi? Elle représente une orbitale atomique. L'orbitale atomique, c'est l'endroit où se trouve l'électron, parce que rappelez-vous, l'électron maintenant n'est plus un point sur une orbite, plutôt dans une orbitale. Orbite Madar, orbitale Felek. Donc, c'est deux notions différentes. Maintenant, la fonction d'onde psi, elle est en fonction de r, θ et phi. Nous, on n'a pas besoin d'utiliser ces coordonnées. On va dire que la fonction d'onde psi, elle dépend de nombres quantiques qu'on appelle n, l et m. Regardez ici, la partie radiale, elle dépend de n et de l, et la partie angulaire, elle dépend de l et de ml. C'est-à-dire, pour simplifier les choses, on va dire psi est fonction de nombres quantiques n, l et m. C'est pour ça qu'on la note psi n, l, m. Et psi n'a pas de signification physique. C'est son carré qui représente la densité de probabilité de présence de trouver l'électron. Donc, c'est le psi carré qui représente l'orbital. Très bien. Maintenant, ce que je suis censée savoir, c'est que en fonction des nombres quantiques, on va avoir différentes régions et différentes géométries de l'espace, c'est-à-dire donc différentes représentations d'orbitales atomiques. Donc, il faudrait savoir qu'il y a ce qu'on appelle des orbitales S qui sont sous forme de sphère centrée autour du noyau, tel que vous le voyez. Ça, c'est une orbitale S. Il y a des orbitales F qui sont sous forme d'altères et ils sont de part et d'autre du noyau. Et l'orbitale D, elle comporte souvent 4 lobes et le noyau est au milieu. Pour mieux visualiser tout ça, je vous ai ramené ce schéma. Donc ça, c'est une orbitale S, ça, c'est des orbitales P, et ça, c'est des orbitales D, et ça, c'est des orbitales F. D'accord? Maintenant, comment a-t-on abouti à ces géométries? C'est en faisant des calculs de psi carré. C'est-à-dire, à chaque fois, on faisait varier les nombres quantiques grâce à des logiciels informatiques
et on a trouvé ce genre de schéma. Ça, c'est un schéma. Mais réellement, le logiciel, il donne des nombres tels que vous les voyez maintenant. Vous voyez ici, en bas, ça n'apparaît pas, c'est les nombres quantiques. À chaque fois, dans l'équation que vous avez vue ici ou là, à chaque fois qu'on change les nombres quantiques, on obtient une géométrie donnée. C'est-à-dire que ce ne sont pas des schémas qu'on a réellement vus, parce que je vous ai dit tout au début qu'il n'y a aucun appareil qui permet de mesurer, plutôt d'observer réellement l'atome. Donc ça, c'est des modèles, c'est des théories et c'est des calculs théoriques. Très bien. Donc, comme on a dit que la fonction est caractérisée par les nombres quantiques n, l et m, donc pour trouver où se trouve l'électron, trouver dans quel type d'orbital atomique il est, il faudrait connaître ces nombres quantiques. Donc, on va aller tout de suite définir ces nombres quantiques. Alors, au fait, on peut dire que notre cours, ou l'essentiel de notre cours, commence à partir de ce point. Alors, les nombres quantiques, ce sont des ensembles de nombres qui définissent l'état quantique d'un électron. Ils permettent aussi de retrouver l'orbital atomique. Alors, il y a 4 types de nombres quantiques. Le nombre quantique principal, n, le nombre quantique secondaire ou azimutal, l, le nombre quantique magnétique, ml, et le nombre quantique de spin magnétique, ms. Les nombres quantiques n, l, m ont été introduits par la théorie de Bohr et Sommerfeld, et puis elles ont été retrouvées par l'équation de Schrödinger. Alors, le calcul effectué d'après la théorie de Bohr sur les énergies et les nombres quantiques, on va le voir dans le chapitre prochain. On commence par le nombre quantique principal. Le nombre quantique principal, qu'on note n, il identifie la couche électronique ou la couche principale. En fait, il faudrait vous rappeler qu'il y a ce qu'on appelle la couche principale que vous avez vue au lycée. Donc, on vous a dit que vous avez un noyau et autour duquel il y a des couches électroniques, d'accord, qu'on appelle donc, que vous avez appelées K, L, M, etc. D'accord? Donc, le nombre quantique principal n, il caractérise la couche. Vous voyez ici, lorsque n est égal à 1, c'est la couche K. Lorsque n est égal à 2, c'est la couche L. N est égal à 3, c'est la couche M, et ainsi de suite. Toutefois, maintenant, on a dit que l'électron se trouve dans une orbitale atomique. Donc, il se trouve dans une couche, mais en plus de se trouver dans une couche, il se trouve dans une orbitale atomique qu'on appelle aussi sous-couche. Pour trouver le type d'orbital atomique ou de sous-couche, on doit utiliser le nombre quantique secondaire qu'on va voir tout à l'heure. Je voudrais juste vous faire remarquer que le nombre quantique principal n est strictement positif. C'est un entier strictement positif. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc l'électron est sur une couche, mais comme l'électron, on lui associe une onde, d'accord? Et la fonction d'onde va nous donner une région de l'espace où il y a de fortes probabilités de trouver l'électron. Et cette région de l'espace où se trouve l'électron, c'est ce qu'on appelle la sous-couche ou qu'on appelle aussi orbitale atomique. Alors, pour retrouver l'orbitale atomique, on va utiliser le nombre quantique secondaire. Alors, le nombre quantique secondaire, L, ou nombre quantique azimutal, donc il caractérise la sous-couche, tel qu'on vient de le dire, et il donne
le type d'orbital atomique. Donc, une sous-couche est appelée aussi orbital atomique. Sous-couche ou orbital atomique. Donc, on a 4 types de sous-couches ou d'orbital atomique. La sous-couche S, sharp, la sous-couche P, principale, et la sous-couche D, diffuse, et la sous-couche F, fondamentale. Donc, nous, on va oublier ces noms. On va juste utiliser les lettres S, P, D, F. D'accord? Donc, S, P, D, F représentent les orbitales atomiques ou la sous-couche. Alors, selon la valeur de L, on peut connaître l'orbital atomique ou la sous-couche. Alors, pour L est égal à 0, c'est la sous-couche S. Pour L est égal à 1, c'est la sous-couche P. Pour L est égal à 2, c'est la sous-couche D. Pour L est égal à 3, c'est la sous-couche F. Les sous-couches ou les orbitales atomiques sont celles qu'on a vues tout à l'heure sur cette diapositive. La sous-couche S, elle est sphérique. La sous-couche P est sous forme d'altère, positionnée de part et d'autre du noyau. D'accord? La sous-couche D, c'est 4 lobes aussi qui entourent le noyau. Et la sous-couche F, c'est celle que vous voyez ici. Maintenant, pour un peu encore comprendre ces géométries ou ces dessins, on va aller vers le troisième nombre quantique qui est le nombre quantique magnétique. Le nombre quantique magnétique, M ou ML, il caractérise la projection donc de l'orbital dans un champ magnétique ou l'orientation ou la direction. Donc, M, il varie de moins L à plus L. Par exemple, si je prends L est égal à 0, je vais avoir ML est égal à 0. Donc, on a une seule orientation. Donc, c'est l'orbital S qui a une seule orientation. Parce que si L est égal à 0, on a l'orbital S. Elle a une seule orientation. Si L est égal à 1, on va voir ML, puisque lorsque on a une valeur de L, M varie de moins L à plus L. Donc, si L est égal à 1, ML est égal à moins 1, 0 et plus 1. Donc, on va avoir 3 orientations et donc on va avoir 3 orbitales P. Si L est égal à 2, on va avoir ML qui va aller de moins L à plus L. Donc, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2, plus 2. Et on va avoir 4 orientations et 5 orientations, pardon. Donc, 5 orbitales D. Pour mieux comprendre ça, on va revenir vers cette diapositive. On va donc je reprends mon marqueur. Pardon. Donc, je reviens vers cette diapositive-là. Je reprends mon marqueur. Voilà. Par exemple, ici, j'ai une sous-couche S. Cela veut dire que L est égal à 0. D'accord? Ici, j'ai de sous-couches P. Donc, L est égal à 1. Ici, j'ai des sous-couches D. Donc, L est égal à 2. Et ici, j'ai une sous-couche F. Donc, L est égal à 3. Bien. Maintenant, si L est égal à 0, cela veut dire que ML est égal à 0. Donc, ici, il n'y a pas d'orientation dans un champ magnétique, donc on va avoir une seule orbitale. Par contre, si L est égal à 1, ML va prendre 3 valeurs. ML va prendre 3 valeurs. Moins 1, 0 et 1. Donc, on va avoir 3 orientations. La P-1, vous le voyez, les chiffres qui sont en bas, la P0 et la P1. Ce qui caractérise les orientations des orbitales P selon l'axe des X, selon l'axe des Z et selon l'axe des Y. Et donc, c'est pour ça que parfois, on les nomme PX,
PY et PZ. PZ, pardon, et PY. 3 orientations. Maintenant, si L est égal à 2, vous allez avoir ML qui va être égal moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. C'est ce que vous voyez ici. Moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et ainsi de suite pour les autres. Pour L est égal à 3, ML, c'est moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Très bien. Maintenant, comme ces schémas sont encombrants et qu'on ne peut pas s'amuser à chaque fois qu'on veut représenter une structure électronique, redessiner ces orbitales, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les cases quantiques. C'est celle que vous avez vue schématisée ici. Donc, puisqu'on a une seule orbitale S, donc on représente une seule case quantique, c'est pour ne pas redessiner les schémas qu'on a vus tout à l'heure. Donc, l'orbitale P contient 3 orientations, donc 3 orbitales P, donc c'est pour ça qu'on a 3 cases quantiques. Et puis, l'orbitale D, elle contient 5 orientations, donc 5 cases quantiques. Ici, là, c'est pour moins 1, 0 et 1. Et là, c'est pour moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. D'accord? Maintenant, chaque case quantique contient au plus 2 électrons. Les électrons, on les représente par des flèches. D'accord? Chaque case quantique contient 2 électrons. Le dernier nombre quantique, c'est le nombre quantique magnétique de spin. Donc, il caractérise l'orientation de l'électron maintenant, non pas de l'orbital. Donc, le nombre quantique magnétique de spin peut prendre 2 valeurs, plus 1,5 et moins 1,5. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'électron peut avoir soit un spin positif, soit un spin négatif. Très bien. Et 2 électrons, ça c'est une remarque très importante, ne peuvent pas avoir 4 nombres quantiques identiques. On va le voir tout à l'heure pourquoi. Maintenant, on va faire quelques remarques importantes. On va dire à chaque électron dans un atome aura sa description quantique assurée par un quadruplé, ruba'i, unique de nombres quantiques N, L, M, S ou MS. Une couche au niveau énergétique peut contenir 2 n au carré électrons. Et les orbitales d'une même sous-couche ont la même énergie. Chaque orbitale peut contenir au maximum 2 électrons de spin opposés. Et les électrons occupent toujours les couches les plus internes car de plus basse énergie. On arrive à la diapositive suivante pour voir ce qui a été dit tout à l'heure. Vous voyez que si n est égal à 1, je vais prendre mon marqueur. Si n est égal à 1, on va avoir L est égal à 0. Et donc, M est égal à 0. Donc, on va avoir une seule orbitale NS. Pourquoi S? Parce que L est égal à 0. Pourquoi 1? Parce que N est égal à 1. D'accord? Chaque case, ça c'est une case quantique ou une orbitale atomique, elle contient 2 électrons de spin opposés. Un spin positif et un spin négatif. Donc, on a dit chaque niveau d'énergie, il peut contenir 2 n au carré électrons. Donc, si je remplace n par 1,
ici, je trouve 2. Si n est égal à 2, je vais avoir, L peut avoir valeur 0 ou L peut avoir la valeur de 1. Donc, je peux avoir soit une orbitale S, soit une orbitale P. 2S parce que le niveau énergétique, c'est pour n égale à 2, et 2P parce que tout simplement n est égal à 2. Maintenant, si L est égal à 1, je vais avoir M est égal à moins 1, 0 et plus 1, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Chaque case quantique contient 2 électrons. D'accord? Donc, on va avoir au total, sur le niveau énergétique N est égal à 2, on va avoir 8 électrons. Si je remplace dans cette expression N est égal à 2, je retrouve 8 électrons. Même chose ici. Pour N est égal à 3, L peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Pour L est égal à 0, M est égal à 0. Pour L est égal à 1, M est égal à moins 1, 0 et plus 1. Et pour L est égal à 2, M est égal à moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Chaque case quantique, elle porte 2 électrons. Donc, on va avoir ici, au total, on va dire 18 électrons. D'accord? Si je reviens vers l'expression que vous voyez ici, si je remplace n par 3, je retrouve 18 électrons. Les électrons dans une case ont obligatoirement un spin opposé. Obligatoirement un spin opposé. Donc, je ne peux pas avoir 2 électrons qui ont le même spin. Donc, ils ont forcément un spin opposé. Donc, pour un peu récapituler le calcul qu'on vient de faire, je vous ai donné ce tableau. D'accord? Niveau n, 1, 1. Nombre quantique principal 1, 2 électrons. Nombre quantique principal égal à 2, 8 électrons. Nombre quantique principal égal à 3, 18 électrons. Et ainsi de suite. Les valeurs de L, les sous-couches ou les orbitales, et puis les valeurs de ML. Et le nombre total d'électrons portés pour chaque couche. Maintenant, on va aller à un point très important, c'est la configuration électronique des atomes. Rappelez-vous que l'intitulé, enfin le titre ou le titre du chapitre d'aujourd'hui, c'était la classification périodique. Afin de trouver l'emplacement d'un atome dans le tableau périodique, on doit connaître sa configuration électronique ou sa structure électronique ou sa formule électronique. Tous ces termes-là veulent dire la même chose. Configuration électronique, structure électronique ou formule électronique. Donc, cette configuration électronique ou cette structure électronique ou cette formule électronique, elle décrit la distribution des électrons d'un atome dans un ensemble d'orbitales atomiques. Première règle à connaître pour le remplissage des orbitales atomiques, c'est la règle de Klashkovsky. Donc, la règle de Klashkovsky permet de retrouver l'ordre de remplissage des orbitales atomiques du niveau le moins énergétique vers le niveau le plus énergétique. Les orbitales sont classées de telle sorte à ce que n plus L soit croissant. Et en cas d'égalité, c'est-à-dire si on trouve pour 2 cas n plus L, c'est la même valeur, n le plus petit sera rempli en premier. Pour mieux comprendre ce classement, on va visualiser la règle de Klashkovsky. Donc, ça, c'est la règle de Klashkovsky, c'est la suivante. Donc, c'est cet ordre-là. NS, 2S, suivent les flèches. NS, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Donc, vous remarquez ici que n est égal à 1 et S, si c'est une orbitale S, ça veut dire que L est égal à 0. D'accord?
Donc, la somme n plus L ici est égale à 1. Ici, vous allez avoir n est égal à 2. Et comme c'est l'orbital S, ça veut dire que c'est 0. Donc, n plus L, c'est égal à 2. Ici, vous allez avoir n est égal à 2 et orbital P, donc L est égal à 1. La somme, donc ici, L est égal à 1. Donc, la somme, c'est 3. Ici, si vous faites la somme entre n et L, puisque n, c'est 3, et on a une orbitale S, donc L est égal à 0. Donc, vous allez avoir la somme 3. On a dit en cas d'égalité n plus L, c'est celui qui a n plus petit qui sera le premier rempli. Pour remplir ces orbitales dans cet ordre-là, il faut connaître le nombre de charges Z. Rappelez-vous, le nombre de charges Z représente le nombre d'électrons. Très bien. Pour mieux comprendre tout ça, on va aller vers un exemple. Donc, si je prends l'exemple suivant, je prends l'argent Ag avec Z47, donc il a 47 électrons, et je prends l'ordre des orbitales atomiques tel qu'il a été donné par la règle de Klashkovsky. Certains d'entre vous vont se poser la question sur les chiffres qui sont en haut. Les chiffres qui sont en haut, c'est le nombre d'électrons maximal que peut contenir cette orbitale. On sait, on l'a dit ici, que une orbitale S ne peut contenir que 2 électrons et que chaque case comme ça ne peut contenir que 2 électrons. Et donc, une orbitale P, ici, elle peut contenir au maximum 6 électrons. Une orbitale D, elle peut contenir au maximum 10 électrons. Donc, je reviens vers cette écriture. Donc, on va avoir NS2, 2S2, règle de Klashkovsky, regardez, NS, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, etc. Avec chaque orbitale, l'orbitale S ne peut contenir que 2 électrons, la P ne peut contenir que 6 électrons et la D ne peut contenir que 10 électrons et la F ne peut contenir que 14 électrons. Et je vais compter les électrons le chiffre 47. Maintenant, écrire la structure électronique, on sait maintenant comment le faire. Maintenant, il faut faire ressortir la couche externe. Pourquoi on fait ressortir la couche externe? Parce que pour trouver l'emplacement de cet élément dans le tableau périodique, il faut connaître sa couche externe qu'on appelle aussi couche de valence. Et la couche externe, elle est très importante quand on va examiner la possibilité de cet atome de former des liaisons. Pour faire ressortir la couche externe, il faut faire ressortir de l'expression que vous avez vue ici, c'est-à-dire de la configuration électronique, faire ressortir la configuration du gaz rare le plus proche. Alors, les gaz rares, donc il y en a, c'est celles qui sont à l'extrême droite du tableau périodique. Donc, on a l'hélium avec 2 électrons, d'accord? On a le néon avec 10 électrons. On a l'argon avec 18 électrons. On a le krypton avec 36 électrons. Et puis, on a le xénon avec 54 électrons. Donc, ces gaz-là, il faut les connaître avec le nombre maximal d'électrons. Comme Hada, il a 47 électrons, donc le gaz rare, il faut toujours chercher le gaz rare qui a moins d'électrons que l'atome sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, moi, je ne peux pas prendre le xénon parce que le xénon fait 54 électrons. Donc, je vais prendre le krypton. Je vais compter ici. Alors, 2 et 6, ça fait 10. 2, 8, 6, ça fait 20. Là, ça fait 30 et là, ça fait 36. Donc là, ici, c'est la structure du gaz rare qui est le krypton. Le voilà. D'accord? Ce qui reste là,
c'est la couche externe. D'accord? Ce qui reste là, c'est la couche externe. Cet exemple, je l'ai donné pour une petite particularité. Vous le voyez au début, quand on a fait le remplissage selon la règle de Klashkovsky, on est arrivé à une sous-couche D qui porte 9 électrons. La sous-couche D a une particularité, c'est qu'elle est complète, elle est stabilisée quand elle porte 10 électrons ou 5 électrons, quand elle est remplie ou à moitié remplie. C'est-à-dire, si elle en a 9, elle va prendre un électron, la S, pour avoir 10 électrons. Bon, ce phénomène, on ne peut pas l'observer si D a 8 électrons, elle ne va pas prendre les 2 électrons qu'il y a ici. Donc, c'est seulement dans cette situation, quand elle en a 9. Elle va prendre un électron maintenant pour avoir 10, la couche remplie avec 10 électrons. Maintenant, si on avait ici 4, là aussi, elle va prendre un électron maintenant pour avoir 5. Donc là, il va y avoir un réarrangement les électrons. L'électron va aller de la sous-couche S vers la sous-couche D, remplie avec ces 10 électrons. Très bien. Maintenant, si on va utiliser, donc on a vu que pour écrire la configuration électronique, il y a 3 règles. La règle de Klashkovsky que nous avons vue tout à l'heure. Donc la règle de Klashkovsky qui donne le classement des orbitales atomiques de la moins énergétique vers la plus énergétique. Et puis il y a 2 autres règles, la règle de Hund ou le principe d'exclusion de Pauli. Mais la règle de Hund et le principe d'exclusion de Pauli vont nous servir surtout quand on veut représenter les électrons par des cases quantiques. D'accord? Donc, le principe d'exclusion de Pauli nous dit que 2 électrons ne peuvent pas avoir les mêmes nombres quantiques n, n, m et s. Maintenant, ils peuvent avoir 3 nombres quantiques identiques, mais forcément, le dernier nombre, qui est le nombre quantique de spin, va être différent. Ça veut dire que je ne peux pas avoir, par exemple ici, j'ai une seule case. Maintenant, si je vais dire qu'il s'agit d'orbital S, par exemple, supposons que c'est la NS, d'accord? Ça veut dire quels sont les nombres quantiques qui vont décrire cet électron ici. Ça va être N est égal à 1, d'accord? L est égal à 0 et ML est égal à 0, d'accord? Et on va dire spin est égal à plus 1,5. D'accord? Maintenant, le deuxième électron, on ne peut pas écrire N est égal à 1, L est égal à 0, M est égal à 0 et S plus 1,5. Non, ça sera aussi N est égal à 1 parce que je suis dans la même orbitale NS. L est égal à 0, ML est égal à 0, mais maintenant S est égal à moins 1,5. Donc, les électrons ne peuvent pas avoir le même spin. Donc, ça, c'est faux et ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. D'accord? On a 7 électrons. Pour 7 électrons, les nombres quantiques qui décrivent cet électron hamlik, N est égal à 1, L est égal à 0, M est égal à 0 et S est égal à plus 1,5. Maintenant, le deuxième électron va être décrit par ce quadruplé. N est égal à 1, L est égal à 0, ML est égal à 0 et S est égal à moins 1,5. D'accord? Donc, cette règle est très importante quand on est en train de représenter les électrons sur des cases quantiques. La règle de Hund nous dit, donc il y a 2 règles dans la règle de Hund, il faut utiliser le plus grand nombre d'orbitales dans une sous-couche. D'accord? Et il faut que les arrangements comportent le plus grand nombre de spins parallèles. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Supposons que j'ai l'oxygène. Je sais que l'oxygène a 8 électrons. Son Z est égal à 8. Si je veux écrire sa configuration électronique selon la règle de Klashkovsky, ça sera NS2, 2S2 et 2P4.
Si je veux les représenter par des cases quantiques, ça sera une case pour la NS, une deuxième case pour la 2S, et puis maintenant, vous avez la 2P. D'accord? Je vais mettre maintenant les électrons. Principe d'exclusion de Pauli, on sait que chaque case quantique ne peut prendre que 2 électrons. Donc, je vais mettre 2 électrons ici. Je vais mettre 2 électrons ici. Donc, ils ne peuvent pas avoir de spin. Le même spin, c'est des spins opposés. Et ici, il me reste 4 électrons de l'orbital P. Quand je viens les mettre ici, je fais ça. J'occupe le maximum de cases avec un spin positif et puis je retourne avec un spin opposé. D'accord? Donc, je ne peux pas, par exemple, faire ça. Je dois faire ça. Et je ne peux pas faire ça. Je dois d'abord donner des spins parallèles et puis retourner s'il y a encore plus d'électrons. D'accord? Donc, maintenant, pour mieux voir tout ça, je vous ai ramené quelques exemples. Voilà. Par exemple, l'hydrogène, c'est NS, une seule case quantique. L'hélium, c'est NS2. Maintenant, pour le lithium, c'est 3 électrons NS2, 2S1. Vous voyez ici, les nombres quantiques, 2 électrons ne peuvent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. Alors, vous voyez là, sur un même atome, pas sur 2 atomes différents, sur un même atome. Vous voyez ici, ils peuvent avoir les 3 nombres quantiques identiques, mais des spins différents. Maintenant, on va voir ici, par exemple, voilà, dans le cas du beryllium, vous voyez ici, pour un même atome, 2 électrons ne peuvent pas avoir les 4 mêmes nombres quantiques identiques. Ils peuvent avoir 3 nombres quantiques identiques, mais dans ce cas-là, forcément, des spins opposés. D'accord? Maintenant, une petite remarque. Quand une substance tous les électrons sont appariés, comme ça c'est des électrons appariés. Ça, c'est un électron non apparié. Rololo, un électron célibataire. Ça, c'est des électrons appariés. Ça, c'est un électron non apparié. Quand tous les électrons sont appariés, comme c'est le cas ici, on dit que cet atome est diamagnétique. Maintenant, s'il y a un électron célibataire, comme c'est le cas ici ou là, on dit que cette substance ou cet atome, il est paramagnétique. Maintenant, la prochaine partie du cours va porter sur la classification périodique.